Tout à l'heure, on parle beaucoup des salariés, en fait, du sens au travail pour les salariés et que les directions, quelque part, s'adaptent. Mais finalement, est-ce qu'on parle du sens au travail pour les directions? Parce que finalement, il y en a qui ont peut-être monté leur boîte en disant je serai le patron et je déciderai parce que. Et sauf qu'il y a des gens qui ne veulent plus fonctionner comme ça, donc il est obligé de se reconfigurer. D'autres qui veulent bouger mais qui ne savent pas parce qu'ils ont perdu le contact. Finalement, est-ce que, alors je ne sais pas, c'est une question, est-ce que se pose la question, est-ce que vous travaillez sur le sens au travail pour les dirigeants? Caroline travaille sur ça. C'est vrai? Oui, oui, parce que oui. finalement, il y a Caroline, elle va nous faire le Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, Caroline. De l'autre côté. Et les dirigeants dans tout ça. Alors, je pense que la fonction de dirigeant est particulière en sens que, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas comparer le sens du travail d'un salarié et le sens du travail d'un dirigeant. Pourquoi? Parce que le dirigeant porte un risque que le salarié ne porte pas. Je parle sous contrôle de Florent, hein, mais le risque, il est de différents ordres. C'est-à-dire que le risque, il est d'abord celui de sa santé au dirigeant, qui est l'un des principaux actifs du capital immatériel de son entreprise, que dans la préservation de son capital santé se posent des questions de conciliation des temps de vie, se posent des questions de détection permanente d'opportunités de développement d'affaires qui le rendent hyper actif en hyper vigilance, c'est ça? C'est ça, l'attention de la trésorerie lorsqu'on est entrepreneur, enfin bref, le sens du travail des salariés et le sens du travail d'un dirigeant ne peut pas être comparé. Et ça, c'est pas de moi, hein, c'est un consensus scientifique sur ces deux fonctions-là. Par voie de conséquence, le sens du travail du dirigeant, en fait, par rapport à ce que je viens d'évoquer, il est aussi très différent par rapport à son aversion ou au contraire son goût du risque. C'est-à-dire que le goût du risque est très moteur pour le dirigeant et donc le contenu de son travail n'est pas toujours ce qu'on pense, c'est-à-dire que tout à l'heure je rebondis sur la blague de Florent à propos de on est dirigeant, on ne travaille pas. Maintenant, en fait, le contenu de l'activité d'un dirigeant va être piloté par sa passion entrepreneuriale. Et donc, ça peut être le fait de détecter des opportunités d'affaires, ça peut être le fait de développer des opportunités d'activité pour son entreprise. Enfin, t'en parleras beaucoup plus que moi, mais donc le sens du travail du dirigeant, d'une part, n'est pas généralisable. Il est très dépendant de son contexte d'activité, qu'on soit dans une activité émergente ou dans une activité qui est une reprise d'activité. Il va être dépendant de la maturité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas le même sens dans une entreprise qui a 150 ans versus une entreprise qui a 6 ans. Oui. Donc, et là, le dirigeant, en fait, il est plus proche de ses désirs, lui. Oui. Oui, pourquoi on crée l'entreprise? Nous, on aurait pu rester à 2 avec François, ne pas avoir de salariés, et je pense qu'on se paierait 3 fois plus qu'aujourd'hui. Mais parce que notre choix, c'était pas de se payer 3 fois plus, c'était d'avoir une équipe et de grandir avec cette équipe. Et voilà, donc après, on ne s'est pas fixé un objectif de nombre de salariés, mais je pense qu'on serait plus malheureux, on serait malheureux en étant tous les deux. Que tous les deux. Tous les deux, voilà. Et donc, c'est pourquoi, en fait, ça touche à notre sens, à nous. C'est ton driver, c'est ton motivation. Oui, c'est pourquoi on a créé cette entreprise. Voilà, nous, on est fiers d'avoir créé des CDI. Notre objectif, voilà, c'est surtout pas de les supprimer. Voilà, donc maintenant, c'est d'autres enjeux, effectivement, qui fait que... Du coup, la qualité de vie au travail... C'est une crise de sens aussi, parce que finalement, tu dis, je crée une entreprise au début, elle est émergente, ce qui m'anime, c'est la construction, c'est de créer des emplois, c'est d'animer. Et puis tu vas te retrouver peut-être à un moment donné à devoir gérer le quotidien, tu n'es plus émergent mais tu es dans la routine. Puis finalement ta relation avec tes CDI, pas si fun que ça et ça t'oblige à te questionner. Et finalement le sens que tu as au début et le feu du début, là je suis d'accord que ce n'est pas le même. Mais finalement est-ce qu'on ne peut pas avoir une crise de sens aussi pour un dirigeant? Alors, ce n'est pas ton cas. Eh ben, tu sais pas. Mais j'ai dit c'est peut-être pas ton cas. Et non, j'ai pas de crise de sens. Mais vous découvrirez à la rentrée des nouveautés chez Happy to Meet You. Voilà, besoin de renouveau, en fait. Qui font que voilà, ce que tu as dit, Caroline, est totalement exact. Voilà, il faut que tu restes dans ton flow, en fait. On a envie, avec François, on a envie ce que tu aimes faire et ce que tu fais bien. On a créé Happy to Meet You depuis 6 ans, ça fonctionne, c'est super content, c'est super chouette. Mais voilà, et maintenant, so what, quoi. Donc on a d'autres projets, d'autres envies, et comme on a déjà créé d'ailleurs 2 autres sociétés, pour être très transparent. Oui. On avait créé 2 autres sociétés, une qui a coulé,
Voilà, on a découvert ce que c'était que de liquider une entreprise. On n'a pas perdu trop d'argent, on a quand même vécu ça. Puis une autre qu'on a revendue. Donc on l'a déjà fait. Donc, voilà, en très peu de temps. Ouais, en très peu de temps. Donc voilà, donc on en a fait 3, maintenant peut-être 4. Voilà, donc c'est. Et tu sais diagnostiquer ou identifier à quel moment t'es le mieux dans l'étape, c'est la création, c'est la mise. François et moi, par exemple, marché, on est différents là-dessus. On se complète. Voilà, moi, je vais être meilleur pour créer, pour passer du 1 à 10, on va dire, et François va être meilleur pour scaler, pour augmenter et passer de 10 à 100. Voilà, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ils sont juste différents, et on a juste ce rapport-là et ce sens au travail qui est différent. Mais je l'ai aussi avec mes collaborateurs. J'ai des consultants en recrutement qui adorent accompagner des grands groupes. Et j'en ai d'autres qui détestent totalement accompagner des grands groupes. Ce qu'ils adorent, c'est accompagner des startups, des PME, parce que à moins de moyens, c'est plus difficile, une image de marque est plus faible en général qu'un grand groupe. Mais elles vont être. Pas sur les mêmes choses. Voilà, je sais que Colline, par exemple, Colline, tu lui dis, tu vas accompagner un grand groupe en recrutement, mais elle va dire, mais tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Moi, j'aime accompagner des dirigeants, des PME. Je m'éclate. Donc là, tu viens de lui casser son sens au travail. Non, parce qu'on le sait, on se connaît très bien. Et donc, ça sert à rien de lui dire, tu vas accompagner voilà. Et c'est son sens. Et à contrario, il y en a d'autres, c'est totalement une petite entreprise, ça va totalement les angoisser, quoi. Ils ont besoin d'un cadre, de process de recrutement, voilà. Tu nous racontais ça quand on préparait l'émission, en disant que toi, tu aimais détecter la zone de force. Oui, effectivement. Moi, ce que j'aime dans mon métier, en fait, c'est de pouvoir révéler, en fait, ou accélérer, ou en tout cas favoriser le développement, en fait, des points, enfin, des atouts, en fait, des collaborateurs, sachant que là encore, on est dans une culture très française de bien, mal, et puis on va peut-être parfois appuyer sur non, là c'est pas bien, et finalement la personne en fait qui récupère ça en fait va mettre beaucoup d'efforts et d'énergie en fait à essayer de pallier là où elle est moins à l'aise ou moins confortable, et c'est de la pensée chinoise qui pense ça, mais moi je pense également que qu'est-ce que c'est plus agréable en fait de dire oh, mais tu as un sacré atout en fait sur tel sujet, et en plus j'ai l'impression que tu y prends du plaisir. Est-ce que c'est le cas? Oui, est-ce qu'on a envie qu'on aille un peu plus loin dans cette voie-là? Et du coup en fait quand on arrive à finalement faire en sorte que les personnes sont à l'aise et alignées sur ce qu'elles aiment faire et ce qui fait sens, et là où elles sont souvent douées d'ailleurs, parce qu'elles aiment le faire, c'est beaucoup plus facilitant que de vouloir mettre les personnes en fait absolument au forceps dans des cases. Donc en fait, toi, tu arrives à lire le sens avec elles, avec les personnes, c'est dans l'échange en fait. Mais ton rôle aussi, c'est celui-là. De révéler, ouais. D'essayer, en tout cas par la maïotique, mais essayer de faire en sorte que la personne elle-même se dise oui, c'est vrai que tu as raison, en fait, je suis dans ce job-là, mais en fait, c'est pas du tout celui qui me convient. Peut-être que je fasse le pas de côté, et voilà. C'est la vie. Et quand on parlait de personnalisation, il y a aussi la partie, alors la notion de recrutement inclusif, qui est ce fameux recrutement qui est, comme on dit, on met le client au centre, on met le candidat au centre et on va construire avec lui le poste qui lui convient, mais pour l'entreprise en fait, pour la performance. Mais toi, tu le mets en place tout le temps. Nous, je dis nous parce que c'est aussi le cas chez Cyradail, mais effectivement, on part généralement effectivement d'un cahier des charges, il y a des choses à faire, idéal de ce qu'on aimerait, et puis après il y a la rencontre qui s'établit avec des personnalités, des parcours, et tout l'objectif effectivement c'est finalement peut-être revoir un peu la copie initiale pour faire en sorte que finalement la personne puisse intégrer l'entreprise et apporter le meilleur d'elle-même. Donc on rebouge les lignes en permanence en fait. Ce qui est marrant, c'est que j'entends, depuis tout à l'heure, on entend il a le choix, on doit le convaincre, on fait du marketing, etc. Et j'ai l'impression que ça rejoint ce que ton métier, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, mais on parle d'expérience collaborateur finalement. C'est comment on va le chercher, jusqu'à comment on s'en sépare. Et finalement, est-ce que vous n'êtes pas dans le marketing du collaborateur, finalement, comment on va lui faire vivre une expérience inoubliable? Complètement, et du candidat au collaborateur, au ex-collaborateur, parce qu'il y a aussi la notion de gérer la relation aussi malgré... il a quand même participé en fait à une aventure à l'instant T. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation en fait C'est comme ça que vous le pensez, que vous le vivez, c'est en termes d'expérience? C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'un collaborateur qui part pour venir, Colline par exemple, elle a quitté Happy to Meet You, elle est revenue chez Happy to Meet You.
Vous avez des entreprises aujourd'hui qui mettent en place des réseaux d'alumni, comme des écoles, qui le font merveilleusement bien. Des entreprises se disent, ouais, je vais avoir besoin de... Et je gère mon réseau d'alumni. Parce Et que je gère aussi. C'est un réseau prescripteur parce aussi. que les alumni, peut-être certains reviendront, certains ne reviendront pas, mais heureusement, la grande majorité des départs en France se passent bien. Voilà, on a toujours des cas qui se passent mal, mais globalement, ils se passent bien. Et un collaborateur qui a quitté une entreprise, il va rester ambassadeur de son ex-entreprise. Moi, je reste ambassadeur de Groupama. C'était une super boîte. Et voilà, je les ai quittés parce que j'avais envie de faire autre chose, mais c'est pas pour ça que je... Et tu es une belle réussite de Groupama, finalement. Je sais pas, mais en tout état de cause, mais c'est un excellent employeur. Donc je pense que c'est... Voilà, et c'est pas un client pour le coup. Donc, Est-ce que ça veut dire que toutes les relations s'adoucissent, en fait, les uns envers les autres? Je sais pas si elles s'adoucissent, Si on est dans la cruauté, dans la bienveillance avec... Mais on est dans un monde qui est beaucoup plus interconnecté qu'avant. Oui. Enfin, moi, je pense qu'il y a 20 ans, on quittait son employeur, on le voyait plus parce qu'il n'était pas sur les réseaux sociaux. Mais personne ne savait d'ailleurs que tu l'avais quitté à part ta famille. Enfin, voilà, tu vois, mais en plus, voilà, donc il n'y avait pas cette... On le voit d'ailleurs sur LinkedIn aujourd'hui, les gens, ils font des messages quand ils quittent en disant je quitte mon entreprise. Merci, voire aider mon entreprise à trouver mon successeur. Ils font des messages quand ils arrivent. Etc. Donc après, on peut se dire, alors c'est un peu du pipeau, c'est pour du personal branding, etc. Ben oui, il y a aussi un côté personal branding, mais derrière, je pense qu'effectivement, une relation au travail qui est différente, et puis on n'a plus envie de partir fâché avec son ex-employeur, parce que ça n'a pas de sens. Le monde est petit, le monde du réseau social est en fait très petit. Le monde d'une ville, le monde d'emploi d'une ville comme Rennes, par exemple, il y a certes 450 000 habitants, mais le monde de l'emploi, il est tout petit en fait. Donc ça sert à quoi de se fâcher? Mais pour se fâcher, il faut être deux. Donc c'est aussi le rôle, c'est aussi à mon avis le rôle de l'employeur ou du futur ex-employeur de faire en sorte que le départ d'un collaborateur, ce qu'on appelle l'offboarding en mauvais français, se passe bien de manière aussi importante que l'intégration d'un collaborateur. Mais alors là, il y a encore du travail. Oui, c'est ça, parce qu'on parle de beaucoup de choses. Alors, les gens qui vont nous regarder vont se dire, dans ma boîte, c'est pas ça, et puis ils disent ça, c'est comme si. Vous avez une influence. Alors, toi, quand tu vas recruter des gens qui vont être dans cet état d'esprit, tu vas forcément avoir une influence sur la direction générale, sur le CODIR. Il y a des choses que tu vas pouvoir faire accepter, d'autres pas, mais pas à pas, tu fais bouger les lignes aussi. Enfin, votre façon de fonctionner fait bouger les lignes. Je pense qu'on fait tous bouger les lignes, qu'on soit universitaire et chercheur, qu'on soit DRH et président de la NDRH. En tant que DRH, tu l'es. Je veux dire, si ça ne te correspond pas, tu ne peux pas exercer ta philosophie c'est plus à Stéphanie d'en parler. Moi, je suis membre de la NDRH, mais je ne suis pas président de la NDRH et je n'ai pas cette vocation-là. Et on a une excellente présidente et c'est aussi le rôle d'une structure professionnelle de faire bouger les lignes aussi. Très, très clairement, c'est vrai qu'on a la chance au sein de la NDRH en fait, d'avoir nous-mêmes une formation continue, régulière en fait. C'est quand même une association d'assimilement, une belle association. Et on est abreuvé régulièrement de webinaires, de temps d'échange, etc. Après, la plus grande difficulté, entre guillemets, c'est aussi d'embarquer, et Arnaud faisait très bien de le souligner tout à l'heure, en fait, d'embarquer sa direction générale, parce qu'en fait, quand il y a un binôme, en fait, direction générale, DRH, qui est bien aligné, et là, vous défoncez tout. Hein. Ah mais oui. C'est vrai, tu as vécu cette expérience dans un peu. Le DRH, il va mettre le télétravail en place tout seul dans son coin. Oui, c'est utopique de penser ça, quoi. Mais effectivement, il faut embarquer tout le CODIR. Et là, il y a un enjeu, en fait, d'onboarding, pour qu'on soit tous bien alignés et pour qu'on déchire tout. Et tout le monde se valorise. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est comme si ça s'épanouissait, tu vois. C'est... Quand tu as un DG qui bosse super bien avec la RH, c'est au bénéfice de toutes les équipes et ça s'auto-nourrit. Tu avais eu une expérience comme ça où à un moment dans une entreprise, vous aviez un peu perdu pas la direction, mais... En fait, oui, alors ça date un petit peu, c'est en 2016. Oui, mais l'expérience J'ai du recul maintenant par rapport à cette expérience-là. Effectivement, en fait, une année, je dirais, on était dans une entreprise assez classique, en fait, somme toute, avec la direction qui avait l'habitude de faire ses grands messes annuelles, en fait, voilà, le cap... qui même me suivent. Et puis, un petit moment, en fait, pas de doute, mais de
de vouloir faire autrement. Ça se passe, vous n'arriviez pas à coucher Voilà, le truc. donc on était quand même 170, 180, quelque chose comme ça. Et effectivement, en fait, comme Florent le soulignait, en fait, l'idée, ça a été plutôt de se dire, avouer en fait que on a besoin de tout le monde en fait pour se réinventer. Et effectivement, en fait, mettre en place en fait des thématiques avec des ateliers, des porteurs de projets, aussi avec des groupes en fait de volontaires. Donc, on a eu la chance d'avoir 80% des collaborateurs de l'entreprise, donc sur les 180, à rentrer dans cette aventure-là. On avait C'est déjà un signe de l'état d'esprit de l'entreprise. et avec du temps dédié. Je pense que cette notion de temps, comme c'est Caroline, est vraiment très importante parce que l'entreprise va à 100 à l'heure et si on s'offre pas en fait des petites bulles de respiration pour penser notre manière de travailler et là où on a envie d'aller, c'est compliqué. Mais donc du coup, voilà, l'idée ça a été vraiment d'allouer du temps, de fonctionner en mode agile et en fait avec des temps de direction avec les différents porteurs de projets en fait. Et en 6 mois, en fait, on a repensé complètement la stratégie de l'entreprise, la manière de travailler ensemble, comment on avait envie de travailler le bien-être et les dispositifs qu'on mettait en place pour travailler ce bien-être. Donc, il y avait d'ailleurs un groupe qui s'appelait les Happy Agitateurs, qui était voilà, qui avait cette mission-là. Et force a été de constater que le chiffre d'affaires, en fait, qui était sur un chiffre, en fait, est passé à deux chiffres, et ceci quand même pendant 3-4 ans. Donc, c'était pas anodin comme changement. Et puis, pareil, au niveau du turnover, il a été divisé par 2, pareil, sur 2-3 années d'affilée. Donc, alors, je dis pas que c'est la seule explication. Il y a certainement plein d'autres explications, mais réellement, on a senti en interne une libération d'énergie incroyable et je pense on gagnerait vraiment aussi à être beaucoup plus nous de direction au sens large. On a sous les pieds en fait vraiment de la créativité, de l'énergie incroyable. On a la chance d'avoir beaucoup de diversité, que ce soit culturelle, en fonction des âges, etc. Mais libérons l'énergie qui est sous Moi, je nos le pieds. vois dans mes accompagnements parce que je vais faire ça à un moment dans une entreprise sur une thématique et une autre. Mais on a l'impression, on demande aux stagiaires de faire son rapport d'étonnement. Ouais. Et en fait, les salariés se remettent à faire un rapport d'étonnement et ça réembarque les gens à se re-questionner, à avoir envie de refaire les choses. Alors après, moi, une fois que j'ai fait, je laisse le bébé et je repars. Mais c'est génial de voir telle personne, elle est cultivée, elle connaît tel truc, mais elle connaît aussi plein d'autres choses. Elle est spécialiste en bande dessinée, elle adore le catamaran et tout ça, quand tu crées les conditions pour que les gens puissent se parler, il y a des compétences incroyables qui s'enrichissent. Après, avec un point de vigilance, enfin, c'est ce que j'ai vu, c'est que en fait, c'est super en fait de pouvoir faire émerger toute cette intelligence collective. Après, il y a un deuxième challenge qui s'ouvre, qui est en fait dans le plan d'action. Tout à Et fait. ça, c'est un point. Faut pas lâcher le truc comme non, ça. surtout Ah bah pas non, parce que sinon il ça se passe crée rien, encore pire un désengagement. Ah bah oui. C'est l'effet est inverse. Oui, oui. Et donc après, effectivement, c'est peut-être une autre équipe parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas. Oui. Voilà, certains sont très très doués en gestion de projet, suivi plan d'action, etc. Mais voilà, il faut savoir à un moment donné aussi. Ramener ça à une exécution. Exactement. Et que ça se traduise par des faits concrets. Sinon, c'est la désillusion. C'est vrai, c'est vrai. Et sur la. Pardon. Vas-y. Non, je pensais aux managers parce que en préparant cette émission, forcément, je parle aux gens autour de moi. Et j'ai une jeune femme qui est manageuse et qui commence le rôle de manager et qui souffre de ne pas savoir où est sa place de manager. Elle fait son travail et je sais que toi, tu es coach, tu travailles avec des managers. C'est le principal problème des managers, ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Comment on travaille ça? Comment on fait bouger les choses? Parce que manager, ça a été aussi c'est souvent une progression, une promotion de devenir manager. Est-ce que c'est si clair que ça pour les gens? Toi, tu dis c'est un rôle de manager, le sens, de porter le sens. Encore faut-il qu'au-dessus, il y en ait un, qu'on te laisse l'exprimer. Puis toi-même, tu n'es pas juste un rouage en tant que manager. C'est ça. Je crois que le terme de management revêt à la fois des sens pluraux dans le monde scientifique, mais dans la société civile, il est très contexte dépendant. Donc je pense que le management doit être un projet d'entreprise au même titre que la stratégie financière ne l'est, au même titre que tout ce qui porte le développement de l'entreprise ne l'est. En étant chercheur en gestion des ressources humaines et puis aujourd'hui au croisement de la GRH et de l'entrepreneuriat, ce dont je me rends compte, et ce que Stéphanie vient très bien de décrire, c'est que si la fonction RH n'est elle-même pas reconnue comme un actif stratégique d'une direction, on ne sait pas ce que signifie le management et qu'à partir de là,
et ça c'est un regard qui n'engage que moi, je pense que si on ne fait pas du management un projet commun et donc qu'on se questionne collectivement sur ce que ça signifie pour le dirigeant, sur ce que ça signifie pour la direction des ressources humaines déjà, puisqu'ils incarnent la chefferie de l'organisation, ça ne peut pas faire sens commun avec des salariés, puisqu'en fait, on les met dans des situations d'ambiguïté. Et moi, ça me touche d'autant plus que les managers, aujourd'hui, sont une fonction qui est en souffrance. Ah oui. C'est-à-dire qu'on augmente significativement le poids qu'on leur met dans leur sac à dos. On parle d'agilité à toutes les sauces, sachant que agiliser la fonction de manager est une charge mentale, donc cognitive et de temps qui est souvent très lourde et que Ça veut dire quoi, agiliser la charge du manager? Ça se concrétise comment? On lui demande quoi? Concrètement, lié au télétravail, c'est manager des cycles de travail qu'il n'avait pas l'habitude de manager lorsque les équipes se dispersent. C'est-à-dire concrètement, si un tel télétravaille le lundi et le mardi, que une telle télétravaille le jeudi et le vendredi, et qu'en tant que manager, on multiplie le nombre de un tel et une telle, et que je dois, en tant que manager, trouver des espaces de discussion sur la performance, sur comment atteindre la performance, sur comment coordonner le travail, sur comment je gère mon équipe, c'est une charge de travail énorme parce qu'il va devoir digitaliser son rapport à son équipe, c'est-à-dire maîtriser ou avoir un usage mature des outils de gestion qui lui permettent de coordonner le travail et dépenser une énergie supplémentaire sur le terrain pour que le sens du collectif ne se délite pas. Donc c'est un travail... Parce qu'il en est responsable. Un manager, c'est responsable de ces deux dimensions-là, entre autres. Alors, je fais la... il est garant d'une performance. Oui. La performance, c'est un concept qui est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on associe souvent la performance à la performance économique et financière, mais la performance, c'est aussi la performance sociale. Un taux de conflictualité élevé dans une équipe peut avoir une incidence forte sur la performance financière ou productive de l'équipe. Au même titre que la performance, c'est aussi, Stéphanie en parle beaucoup depuis tout à l'heure, en utilisant cette notion de symétrie des attentions, mais c'est la performance client. C'est-à-dire que je peux avoir en effet cascade une incidence sur ma performance économique et financière si mes clients ne sont pas contents. Et la performance, c'est aussi la performance processuelle, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'équipe de gérer la production qui lui est assignée. Donc oui, de mon point de vue, le manager est garant, indépendamment du style de management dont on va parler, il est garant des performances de son équipe. Et donc, il a dans son sac à dos, quand on parle d'agilité, cette nouvelle casquette qui est de digitaliser son activité pour assurer toutes les performances. Sachant qu'il le réalise pour la première fois, il n'y a pas eu d'avant. Donc il est en train de tester des choses en permanence. Surtout que je suis d'accord avec ça, et sauf qu'on ne lui dit pas. Il ne le sait pas la plupart du temps qu'il a toutes ces casquettes et qu'il est responsable et que les impacts de s'il ne traite pas tel axe, ça aura des impacts. Ils ne sont pas du tout préparés, très peu accompagnés. Arnaud, il accompagne beaucoup de managers. Moi, je vois du petit lait avec ça. Mais ceux que j'accompagne, ils ne savent pas. Ils étaient souvent managers parce qu'ils étaient bons techniciens. Parce que c'est la promotion. Et du coup, aucune formation, aucune appétence parfois pour le management. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est une appétence pour la reconnaissance, oui, mais pas pour le job. Et en plus, on ne les accompagne pas à prendre conscience que c'est un autre job qu'on leur demande. D'où l'importance d'offrir des espaces, encore une fois, mais tout comme en fait, vis-à-vis du collaborateur, il faut prendre ces petits temps en fait, d'arrêt sur image. Parce qu'on parlait de sprint tout à l'heure, en fait, c'est ces petits temps off, en fait, mais pour être d'autant plus performant et se ressourcer pour après. Mais c'est la même chose, en fait, pour le collectif de managers. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'approches avec du co-développement où les gens peuvent aussi... Et puis il y a aussi des associations pour les managers, où il y a des GERM, des structures comme celle-là, où un manager peut apprendre à devenir manager en partageant, et il se doit de le faire s'il a envie ou elle a envie. Et on retrouver du sens à son travail, parce qu'il finalement il partage ses craintes, il partage ses peurs, il partage ses savoir-faire avec les autres, et ça redonne du sens. Ah, je ne suis pas le seul à vivre ça. Oui, ça permet de relativiser aussi. Ah, c'est bien, et il va profiter de l'expérience des autres, et ça va lui redonner de l'envie de progresser. Le pire, c'est d'être isolé. Et le Covid a isolé tout le monde, a isolé les managers, a isolé les salariés, a isolé les équipes. Et on le paye aujourd'hui dans la grande démission ou le grand stress, c'est ça, hein, c'est finalement, on n'en peut plus, quoi. Et tu parlais d'un nouveau phénomène quand on était en préparation de l'émission, avec les job hoppers.
Ouais, J'ai vu que chez vous, vous en parlez depuis quand même plusieurs les années. job hoppers. Alors, il y a un article dans le Figaro Dans il y a Figaro, une dizaine de jours. Mais chez toi, sur Donc, le blog de fin Happy to juin, Be Too, il ouais. y a un très bon article Et aussi. le job hopper, c'est quoi? Ce sont les personnes qui se disent, mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est un emploi plutôt intéressant de cadre, parce que c'est plutôt ces populations-là qu'on est. Mais pour 1 an et demi, 2 ans, donc je préfère un CDI de 18 mois qu'un CDI, parce que comme ça, je verrai dans 18 mois ce que je ferai de mes futurs, c'est 18 mois. Et ça, c'est un phénomène effectivement assez nouveau. Donc moins de 30 ans en général, Ouais, c'est ça? c'est plutôt des personnes assez jeunes qui prennent ce risque-là quand même, mais qui viennent dans une philosophie de vie en se disant, alors moi, le CDI que moi j'ai vendu dans des grands groupes où tu pouvais faire 40 ans dans l'entreprise, ça ne marche plus. Hein. Ça, il faut arrêter ça Il très y a très le vite. papa. Ça, c'est fini de chez fini. Quoi? En tout cas, ça n'attire plus. Et je suis plus attiré par une mission, en fait, Oui. par une mission avec un objectif d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et puis dans 1 an et demi, 2 ans, je verrai ce que je ferai. Et donc ce phénomène qu'on appelle le job hopping, effectivement, qui est plus anglo-saxon qu'européen, mais qui arrive effectivement en France, fait qu'un certain nombre de personnes ne se projettent pas au-delà. Et donc le CDI, même si on sait très bien, vous et moi, qu'un CDI, on peut le rompre, hein, c'est pas un sujet en fait. Il y a plein de dispositifs pour rompre un CDI en France quand même, mais viennent dans cette philosophie de vie. Alors, voilà. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? J'en sais rien. Je suis pas voyant. Mais en tout cas, c'est une tendance effectivement. C'est une tendance aussi. On veut quand même rester dans un CDD. Oui. On n'est pas consultant extérieur qui venons pour des missions. Alors, on c'est autre peut chose. quand même Mais- rester dans l'entreprise. C'est aussi un autre phénomène, Il tu y a vois. ça aussi, il y a ça aussi. Énorme. Ouais. C'est les freelances. Ouais. Moi, j'ai plusieurs salariés qui sont. Ah bah oui. J'ai plusieurs salariés qui sont CDI et freelance, et j'ai même une salariée qui est salariée et dirigeante de son entreprise avec des salariés elle-même. Donc oui, phénomène qui commence à être un petit peu compliqué à gérer, quoi. C'est Sur toutes les facettes. C'est compliqué à gérer, mais là, ça c'est normalement la souplesse qu'on doit avoir, effectivement, de comprendre que c'est comme ça. Et voilà, à partir du moment où il n'y a pas d'activité concurrentielle entre nous, c'est pas non plus la fin du monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Oui, mais c'est pas dans ton contrat. Moi, j'ai signé des contrats où on me demandait de ne pas faire un seul autre travail. Enfin, Ah oui, ça existe toujours. Bah oui. Dans nos contrats, il y a toujours une exclusivité. Tu as toujours une exclusivité. L'employeur, c'est Happy to Meet You. Ah oui, l'exclusivité. Par contre, à côté, si tu as une activité de free, voire d'entrepreneur, et que cette activité n'est pas concurrente de Happy to Meet You, moi, j'ai aucun problème. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo avec cette salariée dirigeante, c'est que de temps en temps, elle a des appels elle-même de prospects. Elle se dit, mais en fait, moi, c'est pas moi qui vais le faire. Et je connais Happy to Meet You qui peut vous le faire. Et à contrario, moi-même, j'ai eu des appels Happy to Meet You. Je dis, mais nous, c'est pas de nos clients et on fait pas cette activité-là. Et par contre, je connais quelqu'un qui le fait très bien, qui est une de mes salariés, mais qui a aussi une entreprise avec un autre associé pour le faire. Et en même temps, voilà, à partir du moment où c'est très clair, dès le départ, on s'est parlé et il n'y a pas de faux semblants, et il y a une relation de confiance qui est au-delà des écrits en bout de papier, qui est vraiment sincère entre nous, ça pose pas de problème. À l'inverse, est-ce que c'est même pas enrichissant? Tu parlais tout à l'heure de s'ouvrir, d'être dans les réseaux, etc. Finalement, elle a une autre activité de dirigeant, elle comprend finalement peut-être. Elle comprend. C'est enrichissant. Oui, je te confirme. J'ai des discussions avec elle, elle comprend mieux des fois ma posture ou ma position. Elle te conseille. Oui, non mais voilà, donc après, voilà. Il se crée un réseau dans l'entreprise, voilà. son propre. Non, mais pour revenir au job hopping, on accompagne des collectivités, nous, sur la partie marque employeur. Donc des collectivités. Alors, qu'est-ce que la marque employeur? Alors, la marque employeur, ce sont tous les dispositifs digitaux ou non d'ailleurs, permettant à une entreprise effectivement soit d'attirer, de recruter, mais aussi de fidéliser ses collaborateurs. Les deux parties sont extrêmement importantes à la marque employeur, et toute entreprise, toute structure, toute organisation, l'université Rien, l'IGR a une marque employeur. Après, la marque employeur, soit on la subit si on s'en occupe pas, soit on la pilote. Et on s'en occupe si on veut effectivement faire en sorte qu'elle soit sincère et réelle. Exactement. Et là, on revient sur le côté consommateur qui n'achètera pas un produit si ça marche pas, si c'est pas cohérent, pas de la même façon. Et typiquement, les faut être collectivités honnête publiques, et transparent, disait tout les collectivités publiques pendant des années ne sont pas préoccupées de la marque employeur elles ne se préoccupent même pas de leur sens, de leur mission. Aujourd'hui, on m'appelle pour me dire, on est une collectivité. Mais finalement, avec tous les bouleversements, l'écologie, la RSE, enfin d'ailleurs, qui ne s'appelle pas comme ça chez eux, mais ils sont à un point où ils sont en train de repenser leur raison d'être.
Ah bah, Il y a une autre c'est façon de clair. fonctionner, C'est mais clair. Et le sujet qu'elles ont, parce que, voilà, on en accompagne opérationnellement quelques-unes, c'est il y a 10 ans, les gens venaient parce qu'il y avait, au-delà du métier, de l'intérêt du métier, il y avait un statut. Et je venais dans cette collectivité et normalement j'y travaillais toute ma vie. Enfin, voilà, parce qu'il y a plein de métiers, plein d'opportunités et c'est chouette quoi, de travailler dans une collectivité, il y a un vrai sens. Et aujourd'hui, c'est l'effet inverse pardon, d'un certain nombre beaucoup moins de candidats. Hein. D'ailleurs, on le voit dans la fonction publique sur le professorat où il manque de candidats pour être professeur, les impôts qui manquent de candidats pour être aux parce impôts, qu'ils n'ont etc. pas renouvelé Parce qu'effectivement, et les gens se disent mais moi j'ai plus pourquoi envie d'avoir un contrat, etc. Qui en fait, ce qui m'engage. faisait sens Voilà. a moins de sens. Voilà. Et voilà, donc c'est pas dire que ça n'a être pas dans de le privé sens, c'est bien mais- maintenant et Non, dans le non, fonctionnaire non, non, non. c'est pas bien parce que c'est pas vrai, que c'est pas ça c'est pas ça le sujet. C'est à chacun de trouver effectivement son équilibre et son sens. Par contre, effectivement, à chacune des structures, qu'elles soient privées ou publiques, de s'interroger sur les métiers, quels sont nos métiers, quelle carrière je peux y faire, quel sens je peux y trouver, quel intérêt je peux y trouver, etc. Il y a aussi des sujets de rémunération, parce qu'il ne faut pas se mentir. Hein. Il y a un vrai sujet dans la fonction publique sur la rémunération. Enfin, moi, je le pense, en découvrant ça d'un autre œil maintenant, je me rends compte qu'effectivement, je comprends aussi pourquoi ils n'ont pas de candidats, hein, pour être très clair, sur certains métiers. Voilà, et donc, il y a le sujet du télétravail. Il y a beaucoup de collectivités qui ont subi le télétravail, mais alors de manière dramatique pendant 2020, et qui aujourd'hui, en fait, n'ont toujours pas transformé. Oui, elles n'en ont rien tiré. Elles en l'ont fait. tellement Ils subi ont qu'elles pas- l'ont pas transformé. Et puis, certains disent, bah, moi, le télétravail, il n'y en a plus. Je ne veux plus qu'il y en ait. Ouais, sauf que C'est blanc ou noir, quoi. sauf que c'est Donc ça marche plus. plus le monde d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est plus est-ce qu'il y a du télétravail, c'est combien de jours de télétravail j'ai le droit. Donc, il y a un vrai travail de repositionnement. Voilà. Les collectivités non plus se sont pas mis en question aujourd'hui, en tout état de cause, sur du travail distanciel. Donc, voilà, les entreprises, aujourd'hui, moi j'ai plus de clients qui disent, bah, ok, mon siège est à Rennes, mais si tu me trouves quelqu'un à Angers, et qu'elle vient 2 jours par semaine, moi ça me va très bien. Une collectivité, Moi, je suis ça ne marche pas. Enchantée d'entendre Voilà, ça, voilà. parce que j'ai Donc, vu des entreprises où on laissait partir des pépites parce que la personne partait un peu plus loin. Mais c'est possible de faire, même de venir 2 jours au bureau. Ah non, 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 il faut que la personne soit dans la place. C'est génial. Tu disais tout à l'heure, belle opportunité. Ah, moi, j'ai l'impression qu'enfin, on peut comprendre les choses qui sont différentes, mais avec intelligence, c'est-à-dire avec derrière de la méthode, comme tu disais, créer les structures pour que ça les favorise et pas que ça crée de la souffrance. Tu parlais de la qualité de vie au travail. Moi, ce que j'ai lu dessus, c'est aussi qu'à l'origine, ça pouvait être lié à la santé, beaucoup à la santé, tu parlais d'ergonomie des postes, etc. Et depuis 2013, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. La QVT, qui est un très joli mot, vraiment, c'est très belle initiale. Oui, ça recouvre plusieurs dimensions. Hein. La qualité de vie au travail, c'est l'aménagement du temps, c'est l'organisation du travail. Donc, dans l'organisation, il y a les conditions matérielles, mais aussi les conditions sociales, c'est-à-dire toute la dimension psychosociale qui environne l'activité. Mais c'est plus large, hein, c'est aussi l'égalité professionnelle, c'est... je suis en train de perdre la définition de l'ANI, mais c'est une vision en fait multifactorielle de ce qui crée les conditions d'un environnement salutogénique de travail pour le salarié. Et quand on parle d'environnement salutogénique de travail pour le salarié, c'est effectivement créer les conditions de son bien-être. Alors on a parlé de bonheur, moi je ne crois pas au bonheur au travail, je crois au bonheur existentiel. Il y a une vraie montée de ce désir-là d'un point de vue existentiel pour l'humain que le Covid est venu titiller. La qualité de vie au travail, elle est appréhendée dans une dimension performative, c'est-à-dire qu'on crée les conditions de l'engagement soutenable et durable du salarié. J'avais envie de te demander, mais pourquoi on s'en préoccupe du salarié en fait? Parce que on voit que c'est... C'est ça. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'images, de marque employeur, mais la marque employeur, elle est venue cristalliser ce qu'on appelait avant la performance RH. C'est-à-dire que la performance RH, on sait depuis des années qu'elle a une influence significative sur la performance économique et financière, sauf qu'on décide de le reconnaître ou pas. Et la performance RH, c'est quoi? C'est la satisfaction, la motivation, l'engagement, la rétention de responsabilité, c'est ça aussi?
Le sentiment d'être responsable de son Le travail, d'avoir sentiment la... d'utilité, d'utilité. ouais, c'est ça, c'est-à-dire le fait que pour un salarié, il ait une vision de ce que son travail produit pour l'entreprise, c'est-à-dire de l'impact de son travail pour l'entreprise. Et on parle plus seulement de rétention, mais on parle beaucoup de loyauté, quoi. C'est-à-dire que je pense que les entreprises ont perçu que la rétention ou la fidélisation du salarié, elle n'est pas forcément profitable pour l'entreprise. D'accord. En revanche, elles ont pris conscience que vaut mieux se quitter bons copains, Bons amis. avec, c'est ça, bons amis, parce qu'il y a des enjeux de réputation Oui. pour l'entreprise. Oui.